Bonjour, cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Bruno Picard qui est directeur général de la société NetApp. Bruno Picard, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition dans cette émission de partir sur un élément d'actualité qui a retenu alors actualité passée bien sûr, qui a retenu votre attention. Parmi, bon même si c'est les vacances, il s'est passé pas mal de choses. Qu'est-ce qui a retenu votre attention de cette actualité qui est liée un peu à l'IT pendant ces dernières semaines? Je pense qu'un des éléments, enfin une actualité extrêmement importante pour l'IT au sens large et pour l'adoption du cloud public notamment en France, c'est le fait de l'accord signé entre Equinix et Microsoft sur l'implémentation et l'implantation des data centers Azure en France dans ceux d'Equinix, qui me semble extrêmement important pour accélérer encore la transition vers le cloud public d'une grande partie de nos clients. On a vu cette transition et cette accélération ces derniers mois, ces derniers trimestres, mais je pense que à la fois l'implantation en France des data centers d'Amazon Web Services et des data centers de Microsoft Azure vont encore donner un nouvel élan à cette transition vers le cloud public. On attend ceux de Google, qui vient de signer un accord avec Atos, qui n'en a pas encore en France. Et pour continuer sur ce sujet du cloud public, comment se positionnent les entreprises, enfin vos clients par rapport à ces solutions-là? Est-ce qu'ils y vont malgré eux, ou est-ce qu'au contraire ils y vont à marche forcée, ou est-ce que c'est un peu entre les deux? La majorité des clients y vont à marche forcée pour une grande partie. En fait, la majorité des clients aujourd'hui raisonnent cloud first, si je peux utiliser cet anglicisme. Donc c'est Microsoft pur là. Microsoft pur, mais que ce soit Microsoft ou Amazon, ça ne change rien. Ils raisonnent vraiment cloud first. À la fois, bien évidemment, pour les environnements logiciels, pour les environnements software as a service, c'est une certitude, mais ça fait depuis longtemps que ça a démarré. Mais même pour les infrastructures as a service ou les plateformes as a service, aujourd'hui, la majorité des clients raisonnent cloud first pour plein de raisons. C'est plus agile, c'est plus facile, c'est plus simple à mettre en œuvre. Le coût, on verra demain, mais en tout état de cause, c'est beaucoup plus flexible et plus simple à mettre en œuvre. Sachant qu'en plus, le coût, il est réparti sur le temps, donc ça permet de voir venir. Exactement. Alors qu'avant, il fallait payer cash. Donc... Exactement. J'ai en tête l'exemple d'un client qui devait mettre une nouvelle plateforme en œuvre, qui utilisait tout un ensemble de suites logicielles devant s'imbriquer les unes avec les autres. Il a décidé pertinemment de d'abord le faire dans le cloud parce qu'en quelques semaines, son infrastructure était opérationnelle, alors que la construire de zéro on-prem, ça aurait mis quelques mois. Alors certes, il est conscient que le coût inhérent de l'infrastructure est plus cher au départ, mais au moins il démarre rapidement dans le cloud, quitte éventuellement à revenir on-prem plus tard ou à changer de fusil d'épaule, mais de fournisseur de cloud public. Mais en l'occurrence, ça lui a permis de le faire extrêmement rapidement. Très bien. Alors on va parler de NetApp, parce que vous êtes là pour ça. Donc NetApp, on ne va pas refaire l'historique parce que ce serait un peu long, mais enfin bon, rappelons 2-3 éléments. Création en 1992, introduction en 1995, à peu près 11 000 salariés. Et donc NetApp, pour beaucoup de gens de notre secteur, NetApp c'est le NAS, donc ça c'est je dirais le départ historique de l'entreprise. Et si on regarde le portfolio aujourd'hui de votre gamme, en gros il se répartit en 3 grands blocs, assez inégaux. Donc il y a l'activité historique Network Storage, il y a le storage pour le cloud, dont on vient de parler, et puis il y a les solutions convergées et hyper convergées. Et en gros, l'idée c'est pour vous, je suppose, ça va être de faire passer vos clients de la solution 1, qui est en déclin d'ailleurs dans votre chiffre d'affaires, mais qui en représente encore la plus grande partie, vers les parties 2 et 3. Donc est-ce que vous pouvez... alors il y a ça c'est la partie hardware, et puis il y a quand même une activité logicielle qui est assez importante, qui l'est de plus en plus, et est-ce que, je dirais un peu à l'image de Nutanix, vous êtes quand même une société de hardware au départ, est-ce que vous allez basculer un jour uniquement vers des solutions software en utilisant des commodités hardware, ou est-ce que vous allez continuer à proposer du hardware? Donc beaucoup d'éléments. Hein. Beaucoup d'éléments. Je dirais qu'on est déjà une société de logiciels. Si vous prenez la totalité, on va reprendre de ce que vous appelez le Network Attached Storage, qui maintenant a complètement bougé pour devenir une offre full flash. Ça, c'est la partie historique. Le marché historique, vous le disiez tout à l'heure, est un marché, les baies de stockage externe, globalement, est un marché qui décroît et qui décroît extrêmement rapidement. Le seul sous-segment de ce marché qui croît de manière importante, c'est la partie flash.
si je soustrais de la partie flash, sur cette partie-là, j'ai deux parties, j'ai le NAS et le SAN, pour faire simple. Ce qui grossit le plus vite, c'est le SAN versus le NAS, pour plein de bonnes raisons. Les environnements NAS ont plutôt tendance à partir vers des environnements de cloud public, avec Office 365, avec OneDrive, avec ce genre de choses, où les environnements NAS traditionnels ont plutôt pour objet de partir vers de la technologie objet. Et donc on a fait un vrai virage... Sur laquelle vous êtes présente aussi. Absolument. Et on a fait un vrai virage technologique il y a maintenant 3 ans pour focaliser l'ensemble de la R&D de NetApp sur l'implémentation de solutions SAN full flash. Alors SAN et NAS, bien évidemment, on ne va pas renier notre historique qui est que l'on fait du multi-protocole depuis maintenant 15 ans. Mais SAN et NAS, en sachant que le SAN est la partie la plus forte en termes de croissance chez NetApp aujourd'hui, sur la partie full flash, sur l'historique, ce qui nous permet de prendre des parts de marché extrêmement importantes. Aujourd'hui, sur le marché du full flash, NetApp est classé comme étant le 2e fournisseur mondial des solutions des baies full flash, le premier en Europe et le premier en France, selon IDC, sur 4 trimestres roulants depuis maintenant plus d'1 an et demi. Ça, c'est le premier élément. Alors, pourquoi je dis qu'on est déjà une société logicielle, entre guillemets, à la Nutanix, c'est que le microcode qui va fonctionner sur les baies historiques NetApp, le fameux Data on Tap, il existe déjà sous forme 100% logicielle et il fonctionne sur des environnements x86 complètement banalisés. C'est-à-dire que le même logiciel qui fonctionne sur les baies full flash peut être mis en œuvre sur des serveurs x86 dans les data centers de nos clients pour du remote office, du branch office, et c'est ce même logiciel qu'on retrouve dans le cloud public. Chez Microsoft, chez Amazon Web Services et chez d'autres clouds publics que l'on va annoncer, avec des accords que l'on va annoncer dans les mois qui viennent. Donc on est déjà une société de logiciels. Tout ce que l'on développe aujourd'hui, c'est d'abord du logiciel qui fonctionne sur 3 modes, soit sur du matériel NetApp, les baies full flash typiquement, soit sur du serveur x86 banalisé dans un environnement d'un hyperviseur, que ce soit Hyper-V, KVM ou VMware, soit dans le cloud public, exemple Data on Tap, qui se retrouve sur ces 3 environnements. Mais c'est le cas aussi pour les offres objets, c'est le cas aussi pour les offres de sauvegarde que l'on implémente. Alors, est-ce que ça veut dire que les solutions basées sur du matériel NetApp va avoir tendance à se réduire ou... Très clairement, la part du matériel dans le chiffre d'affaires de NetApp va avoir tendance à se réduire inévitablement, parce que cette part de matériel va exclusivement ou majoritairement se retrouver où? Sur le segment historique, les baies full flash. Où là, effectivement, on a besoin de disponibilité, on a besoin, notamment dans les environnements SAN, on a besoin d'extrême performance, on a besoin de disponibilité, de 100% de disponibilité, on a besoin de fonctionnalités extrêmement avancées au niveau du logiciel, et l'implication et l'intégration du logiciel sur le matériel, sur ce type d'environnement, remplacer une baie high-end SAN, EMC, Hitachi, IBM par autre chose en technologie full flash, nécessite malgré tout une intégration entre le logiciel et le matériel qui est extrêmement importante. Donc oui, cette partie-là va continuer pour le matériel. Le reste, bien évidemment, ça a plutôt tendance à décliner puisqu'on vend majoritairement du logiciel qui va tourner sur des serveurs x86 ou de la licence logicielle qui va être utilisée dans les cloud providers, chez les cloud providers tels que Microsoft ou Amazon. Et alors ce basculement vers le segment historique, vers les 2 autres, il va s'opérer de manière très rapide, à votre avis? Il a déjà commencé à s'opérer de manière extrêmement rapide. Alors déjà, le basculement de l'historique NAS vers du full flash SAN, il s'est déjà opéré cette année, puisque aujourd'hui en France, NetApp typiquement a été classé comme étant le leader sur le marché du SAN scale-out dans le dernier trimestre 2017 par IDC. On grossit 5 fois plus vite que le marché sur les environnements SAN traditionnels pour les data centers traditionnels. Mais donc cette opération-là, ou cette transition est déjà en train de se passer, les 2 autres transitions commencent à arriver, et c'est la raison pour laquelle l'accord entre Microsoft, l'implantation sur le sol français des data centers d'Amazon ou de Microsoft, sont des éléments importants pour que nos clients puissent utiliser nos technologies chez ces cloud providers. Et donc ça va s'opérer clairement sur cette année fiscale qui va démarrer lundi prochain, sur la prochaine année fiscale qui démarrera lundi prochain, où les ambitions de NetApp sur les 2 autres segments que sont le convergé et l'hyperconvergé, mais aussi le cloud public, sont des ambitions extrêmement fortes.
Très bien. Alors, vous avez parlé de solutions convergées. Donc, solutions convergées, vous êtes très bien placé, d'ailleurs en partenariat avec Cisco. Absolument. Et puis, il y a, je dirais, la dernière vague technologique qui est l'hyperconvergé. Effectivement, on se demande ce qu'il va y avoir après, le super hyperconvergé, mais pour l'instant, c'est l'hyperconvergé. Et il se trouve que sur ce segment de marché-là, vous êtes arrivé relativement tardivement, puisque vous avez fait votre annonce de NetApp HCI, je crois, au deuxième trimestre l'année dernière, avec disponibilité en octobre. Donc là, je dirais deux points. C'est finalement pourquoi vous avez tardé à venir sur ce marché, qui a priori est un des marchés qui connaît la plus forte croissance. Et puis, avec les quelques mois que vous avez de recul, comment vos clients ou les nouveaux clients adoptent et s'intéressent à ces nouvelles solutions? En fait, on a souhaité arriver sur le marché avec quelque chose qui était différent des solutions existantes sur le marché. Comme tout marché, il y a plusieurs vagues. La vague de l'hyperconvergence a démarré il y a quelques années maintenant, avec effectivement des nouveaux entrants qui ont créé, entre guillemets, le marché de l'hyperconvergence. Donc il y a Nutanix, SimpliVity pour faire simple, Nutanix et SimpliVity. Et on se rend compte que cette première vague a donné l'occasion effectivement à des clients d'implémenter ce type de solution pour des use cases particuliers, pour des besoins spécifiques. Typiquement, des environnements de virtualisation de postes de travail étaient le premier besoin spécifique utilisé pour ce type d'implémentation. On est en train de passer à la deuxième vague. La deuxième vague, c'est quoi? C'est construire des infrastructures de cloud privé à base de ce type d'architecture. Mais qui dit cloud privé dit tout type de charge sur l'infrastructure, tout type de workload, faire du SAP sur l'infrastructure hyperconvergence, faire tout type de traitement sur ce type d'infrastructure d'hyperconvergence. Et ça nécessite des fonctionnalités que peut-être on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité arriver sur le marché avec quelque chose qui était entre guillemets en rupture par rapport à l'existant pour assurer nos clients qui utilisent nos technologies d'hyperconvergence de la qualité de service, d'une réelle scalabilité à plusieurs dizaines, voire centaines de nœuds, d'une intégration complète avec VMware dans un premier temps et plus tard les autres hyperviseurs. Mais typiquement, le Gartner, quand vous regardez les derniers cadrans magiques du Gartner ou les dernières études du Gartner, le Gartner nous cite comme étant un disrupteur technologique dans le monde de l'hyperconvergence. On est un peu différent, et on est un peu différent parce qu'on a souhaité prendre le temps pour apporter, on le pense, des solutions qui résolvent vraiment les problèmes des clients de demain lorsqu'ils vont souhaiter construire des infrastructures d'hyperconvergence pour héberger l'ensemble de leurs traitements qui ne partent pas vers le cloud public et qui ne sont pas hébergés par les infrastructures historiques. Et alors, la réception des clients ou des futurs clients sur ces nouvelles solutions? La réception est excellente. On a déjà signé beaucoup de dossiers. On en a signé 10 en France. Donner des noms déjà? On ne peut pas donner les noms pour l'instant. Ça arrivera vraisemblablement la semaine qui vient. Dans quel secteur en fait? Pour quel type d'application plutôt, alors on pourrait dire? Pour tout type d'application. Des applications d'entreprise de type SAP, comme vous l'avez dit? Exactement. C'est pas pour faire un îlot de virtualisation de poste de travail ou faire un îlot de virtualisation pour... C'est pour l'informatique traditionnelle, on va dire. Pour héberger l'informatique traditionnelle et pour offrir un service équivalent à ce que le cloud public, entre guillemets, est capable d'offrir, la flexibilité, la souplesse, la simplicité, l'évolution extrêmement simple, tout en garantissant de la qualité de service, tout en garantissant à nos utilisateurs que, quelle que soit l'application qui sera hébergée sur l'infrastructure, on pourra garantir de la performance, on pourra garantir de la disponibilité, quel que soit ce type d'application. Sachant que l'intérêt aussi de ces solutions, ce sera de proposer des solutions de cloud hybride, je suppose. C'est-à-dire qu'on ait des infrastructures qui soient rigoureusement identiques à la fois dans son propre data center et sur le cloud public. Et donc on pourra basculer facilement. Exactement. Et la solution que l'on a lancée, qui est maintenant commercialisée depuis quelques mois, permet de se sauvegarder, de se répliquer exactement de la même manière que les solutions traditionnelles NetApp. C'est-à-dire que toutes les données hébergées par une infrastructure hyperconvergente NetApp peuvent être répliquées chez Microsoft Azure, peuvent être répliquées dans un environnement AWS pour construire un PRA, pour construire une extension de son infrastructure hyperconvergence on-prem vers une infrastructure cloud public, quel que soit l'hyperviseur derrière. Et alors, vis-à-vis des trois grands fournisseurs de cloud public, est-ce que vous avez une approche relativement neutre, c'est-à-dire que vous allez travailler avec les trois de manière équivalente, ou est-ce que vous allez mettre l'accent sur un plus particulièrement par rapport aux autres? Alors, notre objectif, c'est d'être le plus agnostique possible, et si possible, de retrouver les technologies NetApp et d'offrir la possibilité à nos clients d'utiliser ces technologies NetApp, quel que soit l'hyperviseur.
quel que soit le fournisseur de cloud public, que ce soit Amazon, Microsoft ou Google. On est plus en avance sur, aujourd'hui, Amazon Web Services et Microsoft. Pour des raisons qu'on comprend facilement. Pour des raisons qu'on peut comprendre, mais on travaille très étroitement avec Google pour offrir le même type de service que l'on offre chez les deux autres fournisseurs de cloud public. À savoir, fournir du service NAS as a service. Notre objectif, il est d'être le fournisseur du NAS as a service dans le cloud public, ce qui est déjà le cas chez Amazon, puisqu'on peut acheter à l'heure du stockage entre guillemets NetApp hébergé chez Amazon sur de la technologie Amazon Web Services, qui est de la technologie, la même technologie que on-prem, ce qui est le cas aussi avec Microsoft. Et on est en train de travailler assez étroitement avec le troisième grand, mais pas seulement, puisque ce type de technologie est aussi disponible chez IBM Cloud, et ce type de technologie est aussi disponible chez les service providers français qui utilisent nos solutions pour faire le même type de service. Et enfin, on travaille assez étroitement avec un gros service provider chinois pour offrir le même type de service sur le marché asiatique et notamment le marché chinois. Est-ce que vous travaillez avec OVH en particulier ? On commence à travailler avec OVH, effectivement. Aujourd'hui, rien n'est totalement figé, mais on a des relations aujourd'hui assez étroites avec OVH depuis quelques mois pour regarder l'utilisation de nos solutions logicielles sur leur infrastructure matérielle pour offrir ce type de service au même titre qu'un Amazon Web Services ou un Microsoft Azure. La solution n'est pas opérationnelle aujourd'hui, n'est pas disponible aujourd'hui, mais je peux vous assurer que nos équipes travaillent conjointement pour faire en sorte d'offrir ce type de service. Donc dans l'année qui vient, on peut dire ? Je le souhaite. Très bien. Alors dernier point, si on regarde, maintenant on va un peu rentrer dans les chiffres d'activité économique de l'entreprise, si on regarde depuis 5 ans, on observe, hein, je vois de traits, 10 000 mètres d'altitude, une baisse du chiffre d'affaires significative. Là, malgré ça, vous avez réussi à maintenir la profitabilité. Et puis si on regarde l'évolution de l'action, depuis janvier 2016, finalement elle est repartie à la hausse. Donc ça donne l'impression que, une activité qui est quand même en décroissance, mais que finalement les marchés vous font toujours confiance à plus long terme, c'est-à-dire qu'ils croient en étapes. Est-ce que c'est un peu résumé C'est un excellent résumé. Je vais mettre un petit bémol sur la décroissance du chiffre d'affaires, puisque sur les 3 premiers trimestres, on termine le 4e aujourd'hui, donc sur les 3 premiers trimestres de cette année fiscale, ces 3 trimestres ont été soit flat, soit en croissance, notamment le dernier trimestre, le 3e trimestre de notre année fiscale au niveau mondial. On a annoncé une croissance de 7% trimestre à trimestre d'une année sur l'autre, mais surtout une croissance de 15% sur les produits, sur la vente de solutions. Et le dernier trimestre, je ne sais pas ce que cela va donner, mais globalement, les projections données par notre CEO aux analystes, il y a maintenant 3 mois, sont que l'on va de nouveau faire de la croissance de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le petit bémol. Maintenant, je pense que la raison pour laquelle les analystes nous font confiance et la raison pour laquelle le cours de l'action, globalement, a très fortement augmenté, elle est due au virage qu'a pris NetApp il y a quelques années. Premièrement, le virage du flash. On est rentré sur le marché du flash, on est maintenant 2e au niveau mondial, 1er en Europe, 1er en France. Le virage sur le fait que l'hyperconvergence, les analystes croient en la solution NetApp comme étant un véritable disrupteur technologique par rapport à la concurrence pour construire des clouds privés qui soient à l'équivalent de ce qu'on est capable d'offrir dans les clouds publics et héberger l'ensemble des applications historiques que les clients voudraient conserver dans leur data center. Et le 3e phénomène, c'est vraisemblablement le plus important, c'est les accords que l'on a avec la stratégie cloud de NetApp. Le fait qu'on a le souhait de travailler avec les grands clouds publics, on a le souhait de faire en sorte que nos technologies soient disponibles chez les grands clouds publics, chez le maximum de clouds publics pour être le service à minima NAS de référence dans le cloud public. On offre des fonctionnalités logicielles, 100% logicielles, qui permettent de sauvegarder aussi les données SaaS du cloud public. Typiquement, on a une fonctionnalité logicielle qui permet de sauvegarder les environnements Office 365. On va annoncer le support de Salesforce très bientôt. Donc la stratégie cloud public a été favorablement accueillie pour une raison simple. C'est qu'en l'occurrence, ce n'est que 100% logiciel. Et les analystes croient au fait que on est vraisemblablement le seul acteur du monde de la gestion de données aujourd'hui qui a une véritable stratégie cloud public et une véritable stratégie pour aider nos clients à construire des clouds hybrides, voire à passer la totalité de leur infrastructure dans le cloud public. On n'est absolument pas là pour freiner cette mutation, mais on est là pour aider nos clients et pourquoi pas l'accélérer.
entre fournir une solution de stockage, une petite baie de stockage dans un data center d'un client, ou fournir le moyen d'avoir la même solution chez un cloud public, NetApp a pris le choix de plutôt favoriser le deuxième choix que le premier, parce que c'est le sens de l'histoire et que la majorité de nos clients nous le demandent. Et je pense que les analystes ont perçu de manière extrêmement positive le fait qu'on ait une vraie stratégie dans ce monde-là. Très bien. Bah, écoutez, on va en rester là. Je crois qu'on a fait un tour assez complet. On attendra, de savoir quand vos accords avec OVH seront finalisés, et puis les premiers clients HCI français. Avec plaisir. Bruno Picard, merci beaucoup. Merci à vous.